Donc je suis Alexandra de chez SMJ. Pour rappel, si vous ne nous connaissez pas encore, on est la solution IA dédiée à la performance des contenus marketing. On passe de l'analyse stratégique à la mise en place opérationnelle. On aide les équipes à gagner jusqu'à 6 fois plus de temps, tout en multipliant par 8 la performance de vos contenus. Donc CMJ, en quelques chiffres, on fait en moyenne plus 41% de conversion et plus 40% de trafic chez nos clients. On a plus de 500 entreprises qui nous font confiance. Quelques-unes sont d'ailleurs avec nous pour cet AISCOP, n'est-ce pas, Groupe SEB. On est en déploiement, on est déployé aujourd'hui dans plus de 18 pays à travers le monde, dans plus de 15 langues. Et surtout, c'est autant de clients satisfaits puisqu'on a un NPS de 57. On est très, très fiers de ça. Donc voilà, merci encore à vous tous d'être là aujourd'hui. Venez découvrir CMJ pour savoir comment on peut élever votre approche du content marketing. Venez pour cela sur notre site et faites votre demande de démo. Et sans plus tarder, il est maintenant 10h01, on se retrouve pour la conférence de Geoffrey Hubert, Antoine Pouron et Serge Millard du groupe SEB pour leur conférence de la théorie à la pratique, l'approche IA Test and Learn du groupe SEB. Et sur ce, messieurs, je vous laisse vous présenter. Très bonne conférence et à plus tard. Merci Alexandra. Écoutez, je vais commencer. Donc Geoffrey Hubert, je suis AI Business Lead dans la Grande Europe. Donc en 2 mots, mon poste vise à aider finalement nos équipes à se mettre à l'IA et donc avec une notion de formation, d'acculturation, mais également de trouver des nouvelles pratiques et des nouveaux usages. Bonjour, Serge Millard, je suis le directeur du développement des services consommateurs du groupe SEB à l'échelle mondiale et à ce titre-là, je soutiens l'ensemble de notre stratégie d'interaction consommateur sur nos plateformes web à travers le monde et je soutiens aussi l'ensemble des centres de contact consommateurs qui répondent efficacement à nos consommateurs au quotidien. Et bonjour à tous, moi c'est Antoine Pouron, je suis SEO manager au sein du groupe SEB et je suis en charge de tous les sujets SEO au niveau monde. Donc mon objectif c'est d'accompagner l'ensemble de nos marchés pour faire en sorte que chaque euro investi dans le SEO fonctionne et que ça marche du mieux possible pour eux. En tout cas, on est ravis d'être tous les 3 là auprès de vous pour témoigner. Donc cette parole, cette prise de parole est vraiment une prise de parole, j'allais dire, transparente, dans laquelle on est là pour partager des choses, partager des expériences, partager des réalisations, partager également des difficultés. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, le groupe SEB, c'est un groupe qui est leader dans l'industrie du petit équipement domestique. Voilà, nous commercialisons des produits dans près de 150 pays et on est présent avec des positions de leader dans 37 pays, dans la plupart des contrées géographiques sur lesquelles nous opérons. Et pour la plupart d'entre vous, vous nous connaissez forcément par SEB, les cocottes minutes, mais également par des marques françaises ancrées dans le territoire français, comme Tefal, Roventa, Krups ou Moulinex. Mais vous le voyez sur cette slide, nous avons beaucoup d'autres marques, aussi bien au niveau grand public, des marques locales, qu'au niveau professionnel, avec des marques comme VMF, Allclad, Zillit, entre autres. Alors l'IA chez nous, c'est quoi? L'IA, c'est une équipe multidisciplinaire formée des ressources humaines, de représentants des ressources humaines, du département informatique et du business que je représente. On a en fait formé cette équipe pour aider le COMEX et les équipes à je veux dire, encadrer les pratiques de l'IA. Donc on a une première mission qui est vraiment de collecter, d'évaluer les pratiques qui font sens et qui apportent de la valeur pour le groupe SEB et pour notre business. Le deuxième pilier sur lequel on agit, finalement, c'est de s'assurer que les outils qui vont être utilisés au sein du groupe SEB sont respectueux de notre éthique et également permettre d'avoir une pratique, j'allais dire, sécurisée en termes de privacité. La troisième mission, c'est d'aider finalement à l'adoption et au développement des pratiques et de la connaissance de l'IA et d'offrir finalement des guidelines, je ne trouve pas le mot en français, pour l'ensemble de nos collaborateurs, à savoir qu'au sein du groupe SEB, on a 18 000 personnes qui sont connectées, et qui ont un PC et qui sont donc connectées au système informatique. Alors, comment on opère? Vous allez voir juste après. En fait, on met dans la balance des opportunités et des risques.
dans les opportunités, ce que l'IA, et en particulier l'IA générative, pour être tout à fait honnête, on a un gros focus sur l'IA générative, peut nous apporter des réductions de coûts, peut nous apporter en fait un gain de croissance en termes de chiffre d'affaires et de marge, et elle peut également apporter de la productivité pour nos collaborateurs. En termes de risques, on va dire les principaux qu'on voit, c'est bien sûr la sécurité et la privacité de nos données, faire en sorte que quand on utilise des IA génératives, on n'ait pas de données qui fuitent, typiquement. Faire en sorte également qu'on utilise des modèles qui respectent les droits de propriété. Ensuite, la deuxième chose qu'on regarde, c'est la possibilité finalement d'étendre des usages à plus grande échelle de manière sécurisée avec nos systèmes. Et puis, en fait, le dernier risque qu'on voit, et que vous connaissez forcément tous, c'est les risques d'hallucination. Plus récemment, on appelle ça souvent bullshit. Voilà, on se dit que l'IA peut mentir, raconter des bobards, et ça, il faut en être conscient. Et finalement, oui, la dernière chose, c'est qu'on a 3 systèmes de gouvernance. On a des comités de suivi, des comités de direction. On a des instances privilégiées avec le comité exécutif. Et puis, on a également une instance qu'on appelle la Watchtower, qui regroupe l'ensemble des fonctions spécialisées, donc la cybersécurité, la partie propriété intellectuelle et la partie DPO, donc RGPD en français. Alors, ce qu'on a commencé à faire au départ, quand on a présenté des projets, c'était en novembre 2023 déjà, au COMEX, on avait une quarantaine d'applications au sein du groupe SEB. Et on s'est dit finalement, que plutôt que faire des approches héroïstes qui étaient très incertaines, on allait faire un cadran qui nous permette vraiment de mieux appréhender cette réalité. Alors, ce cadran, vous voyez, il y a 2 axes. Il y en a un axe qui est en fait c'est de savoir si l'application a un impact direct sur le PNL ou un impact indirect. Et quand on va être en haut de l'axe, on va se dire que ce sont des cas justement business avec des objectifs qui sont matérialisables, notamment par des gains de marge ou des réductions de coûts. Et en bas, en fait, on va avoir des impacts indirects. Et pour là, c'est de la productivité pour nos employés. Et donc, un des outils qu'on a mis en place, finalement, c'est SEB AI, c'est ChatGPT, mais également Mistral, qui sont maintenant internalisés et sécurisés, qui sont basés sur des serveurs européens. Et donc, c'est ce qu'on met à disposition de nos employés. Le deuxième axe que vous voyez, gauche à droite, c'est de savoir s'il y a un fort coût ou un faible coût dans l'application du cas d'usage. Et donc, en haut à droite, on va être, moi, ce que j'aime bien, parce que je travaille au niveau commercial et marketing, c'est ce qu'on appelle des quick wins, donc des pratiques IA. SMJ en est une, voilà, c'est une pratique avec un outil en SaaS qu'on va pouvoir utiliser et sur lequel on n'a pas besoin de développement IT en interne. Et puis, en haut à gauche, c'est là aussi où on a des cas d'usage qui sont plus à forte capacité de déploiement à l'échelle, puisqu'en fait, on va connecter des solutions à notre infra IT. Donc, c'est ma dernière slide. On a beaucoup d'applications, mais en résumé, nous, on le regarde surtout d'un point de vue gain en termes de coût de réduction de coûts, excusez-moi, que cela peut nous apporter, de business additionnel. Mais le troisième élément qu'on regarde, c'est également le temps que cela peut prendre aux équipes. Puisque finalement, pour reprendre l'exemple de SMJ, on peut très bien internaliser une compétence et du coup, moins payer une agence, mais ça va demander un coût supplémentaire en termes de temps pour nos équipes. Et c'est ça qui est toujours intéressant de regarder dans les projets. Alors, on a eu beaucoup de projets, et je ne vais pas tous les détailler, il y aura peut-être une session de questions-réponses à la fin. Mais il y a des cas très simples, créer une newsletter sur l'IA pour acculturer nos utilisateurs. C'est quelque chose qu'on a internalisé et sur lequel on a fait de l'automation. Voilà, la veille concurrentielle, des choses aussi très pragmatiques, des marchés ont mis en application. Beaucoup de marchés font des copier-coller depuis nos systèmes PIM à des sites e-commerce, Darty ou autres. Il y a des choses maintenant qui sont pré-automatisées avec notre SEB AI. Et puis des cas à l'échelle dont vous parlez plus en détail, Antoine et Serge, juste après ça. Et je finirai, moi, ma petite introduction par vous dire que, en fait, l'IA, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça demande déjà pas mal de choses. C'est une transformation pour les individus. Ça véhicule pas mal de peur. Et puis aussi, parfois, justement, on se plante en se disant, on a la solution technique et on en a fait, entre guillemets, les frais une fois sur un projet.
Donc, l'important de bien emborder les équipes et de ne pas justement penser que solutions et que technique, c'est un point primordial pour éviter les échecs. Il y a effectivement, au-delà des avantages que vous avez déjà détaillés, des choses à regarder sur ce que peut apporter l'IA, c'est que ça apporte de la flexibilité ou ce qu'on appelle le time to market, de faire des choses de soi-même plutôt que de passer par des prestataires externes. Ça apporte beaucoup de flexibilité dans le travail et donc de mieux maîtriser ses délais. Et puis aussi, l'IA a cette faculté de pouvoir créer de la consistance, au moins sur la partie textuelle, même si l'image est en train de vraiment se développer et on commence à y arriver. Donc voilà pour la dernière chose, au-delà des freins, on va dire, au niveau des individus. Ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que les personnes ne s'y mettent pas aussi par manque de temps, parce qu'elles sont surchargées et que du coup elles ne prennent pas le temps, elles ne font pas le pas de côté pour se dire si je me mettais un peu de temps pour réfléchir à comment l'IA m'aiderait, je serais plus effectif et je pourrais finalement encore mieux faire mon job. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler en Q&A. Et Antoine, je vais te laisser la main. Merci Geoffrey. Alors en effet, le SEO fait toujours partie des initiatives IA au sein du groupe SEB. Vous savez peut-être, mais donc l'une des stratégies principales en SEO, c'est de créer du contenu de qualité, utile et à valeur ajoutée pour les consommateurs, mais aussi il faut que ce soit optimisé SEO pour Google et les autres moteurs de recherche. Et au final, la problématique principale dans la création de contenu de qualité, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps, si c'est fait en interne notamment, ou alors ça peut devenir très coûteux si c'est externalisé. Et donc en SEO, on a toujours essayé de trouver des techniques qui permettent de faire toujours mieux, toujours plus vite, avec la meilleure qualité. Et donc avec l'arrivée de l'IA et l'IA générative, plus particulièrement, en fait en SEO, on y a vu une formidable opportunité. Alors, on a commencé à travailler sur les sujets IA et sur la partie contenu SEO moins d'un an après la sortie de ChatGPT. On a été accompagné par un partenaire du groupe SEB qui développait des solutions IA pour accompagner leurs clients sur différents sujets. Et on a réalisé un premier POC avec eux où l'objectif était en effet de créer des contenus optimisés SEO grâce à l'IA, donc près de 100 contenus, c'était l'objectif. Mais l'objectif, c'était aussi de voir si nous pouvions gagner du temps dans la création de contenu, temps pour certes rédiger, mais aussi relire les contenus, les valider, etc. Et donc, on a fait ce test pendant 3 mois. La solution de notre partenaire était basée sur l'IA de Google qui s'appelle Vertex AI. Cet IA, il a été amélioré et nourri grâce à l'un de nos sites. Donc, on a fait ce test sur roventa.fr et il a été nourri aussi via notre brand book qui résume l'ensemble des brand guidelines de Roventa. Et enfin, cette solution a été alimentée aussi via des prompts où on y intégrait des recommandations SEO qui provenaient de l'outil Your Text Guru. Très rapidement sur les résultats, donc on a réussi à générer 100 contenus. Par contre, on s'est rendu compte, après relecture avec les équipes en interne, que c'était non publiable parce qu'on avait des erreurs, l'IA avait du mal, générait certaines fautes en français. La structure HTML était peu optimisée, donc c'était difficilement publiable en l'état. Il y avait un gros travail humain derrière. On a vu des limites aussi via l'API de Vertex AI de Google parce qu'on arrivait à générer les 3/4 du contenu, mais après ça demandait trop de ressources ou trop de tokens à l'IA pour finaliser les contenus. Donc on avait des contenus qui n'étaient pas terminés. Donc au final, on était plus sur une approche assez brute et trop tournée sur la masse plus que sur la qualité du livrable final. Donc on a arrêté ce POC. Et en parallèle, on était en discussion donc, avec SEMJ, qui donc, est un outil de création de contenu optimisé SEO à la base, de recommandation SEO, qui a intégré des fonctionnalités IA. Et donc, on a testé l'outil et ses fonctionnalités IA pendant 8 mois avec le même objectif de voir si ça peut faire gagner du temps, voir si on arrive à générer des contenus de qualité optimisés SEO. Et c'était aussi l'objectif de tester un outil qui nous permettrait de le déployer à la fin à l'ensemble de nos filiales locales, de nos marchés. Donc, l'ensemble du POC, l'ensemble des contenus ont été générés via SEMJ. Donc, SEMJ fournit les recommandations SEO.
CMJ, on a nourri avec donc notre brand book également, notre site web, pour personnaliser un maximum l'IA. Et enfin, on a généré les contenus IA grâce à l'outil. Au final, 100 contenus ont été générés dans 5 marchés différents. On a mis à peu près 30 minutes à 1 heure pour générer chacun des contenus. Et ces contenus ont été fournis à nos marchés pour validation. Et 98% de ces contenus ont été validés. Donc c'était une très bonne nouvelle. On a eu de bons positionnements que je vais préciser juste après. Et ça nous a permis aujourd'hui de déployer cet outil plus largement au sein du groupe. Pour vous montrer rapidement l'interface CMJ, vous avez à droite la possibilité, vous avez un onglet dédié à l'IA qui vous permet de customiser l'IA en fonction d'un brand voice, en fonction de ce que CMJ appelle le knowledge base. On peut uploader des documents pour nourrir l'IA, typiquement un brand book par exemple, et on peut aussi prompter pour lui demander, pour vraiment le guider dans ce que l'IA doit faire véritablement, en plus des recommandations SEO que CMJ apporte. Au niveau des résultats à l'issue de ce POC, par exemple, on a créé 10 contenus sur Moulinex France, 11 contenus sur Moulinex Espagne. Sur les 6 derniers mois, on a généré sur Moulinex France 27 000 clics provenant du SEO, donc organique Google, et 18 000 clics sur Moulinex Espagne, juste avec 10 contenus, 11 contenus. Je rappelle que ça nous a pris 1 heure à générer un contenu en moyenne à chaque fois. Et vous avez à droite les rankings que l'on a obtenus après 3 mois environ de publication, où on a réussi à se positionner premier sur qu'est-ce que je peux cuire dans une friteuse sans huile, quel est la meilleure friteuse sans huile XXL en Espagne, par exemple, ou bien aspirateur balai Black Friday, par exemple en novembre pour le Black Friday, on a réussi à se positionner 3e. Donc des très beaux positionnements et on était très satisfaits à l'issue de ce POC. Ça nous a permis de développer un process en interne, côté SEO. En SEO, en règle générale, il y a 2 façons de créer un contenu quand on fait du contenu à l'international. Soit chaque marché, chaque filiale locale est indépendante et gère ses contenus de façon très locale, très indépendante. Donc, on a certes une optimisation SEO très élevée, très adaptée au marché. Par contre, on a peu d'uniformité entre les marchés. Donc ça, c'est des contenus locaux. À l'inverse, on peut faire une approche contenu master où on crée un contenu en anglais et on va le traduire dans toutes les langues pour les fournir au marché. Là, à l'inverse, donc on a une forte uniformité, mais on a peu d'optimisation très locale et donc c'est peu optimisé SEO. Et nous, grâce au process et aux tests que l'on a pu réaliser, au POC qu'on a pu réaliser avec CMJ, on a défini un process où on crée des guidelines assez précises en centrale, donc au niveau du siège, du corporate, pour essayer d'uniformiser un maximum les contenus qui vont sortir. Et ces guidelines, on les fournit à nos marchés qui, derrière, vont utiliser l'IA de CMJ pour générer des contenus optimisés SEO. Et l'IA va suivre un maximum ces guidelines. Certes, il y aura peut-être du retravail un petit peu humain, qui est toujours important, mais l'IA va permettre de vraiment accélérer. Et donc, on arrive à allier un petit peu les deux, optimisation locale, optimisation forte d'un point de vue SEO et uniformisation du message que l'on veut fournir. Et enfin, sur les grands chiffres qu'on peut vous partager aujourd'hui à l'issue de ce POC, donc on met maximum 1 heure à créer un contenu, du moment vraiment de la page blanche au moment où il est validé par les filiales locales. C'est 80% de réduction de coûts versus passer par du travail humain et de la rédaction humaine par une agence. Donc un fort gain en termes de ROI, et puis le ROI estimé aussi en termes de le trafic qu'on a réussi à générer, le chiffre d'affaires qu'on a réussi à générer. En déployant cette approche, on est sur un ROI de x2 à x8 en fonction de si on passe par une agence externe pour générer les contenus sur CMJ ou si on fait tout en interne. Donc le ROI est là, c'est très performant et on a déployé cet outil et ce process à partir de cette année à l'ensemble de nos marchés. Voilà. Et je passe la main à Serge pour la partie suivante.
Merci Antoine. Serge Miard. Donc, on répondra à vos questions à l'issue de ma présentation. Je vois déjà énormément de messages dans le chat. Donc, Antoine, Geoffrey, préparez-vous. Quelques éléments de contexte au sein de la direction satisfaction consommateur. Finalement, la direction satisfaction consommateur, elle est constituée dans vos organisations de l'agglomérat entre ce qu'on appelle communément le service conso ou la direction aux relations clients et puis la direction du SAV. Ces éléments de contexte sont les suivants. Un peu plus de 10 produits sont vendus par seconde dans le monde par le groupe SEB. Vous avez noté le nombre de catégories et de marques, qui est un portefeuille de marques de plus de 40 marques à travers le monde, plus de 60 catégories alliant les articles culinaires et le petit électroménager. Ça veut dire qu'il y a une masse phénoménale de produits et donc de retours, de questionnements consommateurs autour de ces produits-là, puisque ça représente environ 400 millions de produits vendus par an à l'échelle mondiale. Ça induit effectivement des millions d'interactions consommateurs toute l'année, à la fois directement sur le web et puis directement suite à des requêtes consommateurs auprès de nos centres de contact consommateurs sous différents canaux. Ça peut être du téléphone, ça peut être du mail, du social media, des webforms, du chat, etc., etc. Et jusqu'à présent, notre stratégie de self-care, que j'appellerais self-care 1.0, nécessitait de mettre à disposition une masse de contenu sur nos touchpoints digitaux, notamment web, nos brands.com, que ce soit du moulinex.fr, du reventa.it, etc. À travers le monde, on a plus de 200 sites de marques présents. Et ces contenus sont référencés et donnent la possibilité aux consommateurs d'être consommés par eux-mêmes. Donc, c'est plus de 20 millions de visites sur la dimension self-care sur nos différentes touchpoints digitaux. Enfin, on est présent sur tout le parcours consommateur. Historiquement, le groupe SEB est plutôt un groupe en B2B2C, donc on vend à des Carrefour, on vend à des Auchan, on vend à des Amazon et eux-mêmes vendent aux consommateurs finaux. Et depuis 2020, on a une stratégie de direct to consumer sans intermédiation et notamment que ce soit sur nos brands.com, sur des marketplaces et maintenant sur le social media, avec TikTok par exemple, on vend en direct auprès du consommateur avec réussite depuis 2020, ce qui induit beaucoup plus de relations et d'interactions avec les consommateurs. Quelques éléments de contexte. En fait, on a découvert l'IA un peu par hasard, puisqu'en 2023, ce qui nous importait dans la continuité de notre stratégie de vente directe auprès du consommateur, notamment sur nos brands.com, on voulait générer plus de ventes par un accompagnement humain. Donc, on a fait 2 pilotes, un en France et un en Allemagne, avec un setup différent, des technos différents, des approches différentes. Et je vais vous le détailler un peu plus en avant. Et ça, c'était sur l'année 2024. Et enfin, sur 2025, on est fort de nos découvertes et fort de nos learnings, on est en train de sizer, c'est-à-dire de quoi on parle exactement en termes de ROI, et de se mettre en condition d'industrialiser, puisque vous l'avez noté, on est présent dans tous les pays du monde à travers des brands.com qu'on gère. C'est plus de 200 brands.com, mais aussi on gère du social media, des canaux attenants, que ce soit du WhatsApp, du Messenger, du Line, selon les configurations pays. Et enfin, on a aussi des apps de marque. Donc, en 2024, finalement, on a trouvé ce qu'on ne cherchait pas, c'est-à-dire que on souhaitait accompagner le consommateur dans la vente humaine et finalement, on a mis en place une solution, originellement plutôt une solution à vocation chat et chat vidéo pour être intermédiaire avec le consommateur. Et il se trouve que cette solution disposait d'une capacité de chatbot avec des possibilités d'IA générative qu'on a mis en œuvre, et on s'est aperçu à travers cette mise en œuvre, notamment sur un périmètre France Moulinex, qu'on avait des bénéfices induits, presque un hasard heureux extrêmement fort. Tout d'abord, une disponibilité H24 7/7 de cette solution, au-delà de disposer sur notre web un certain nombre de contenus.
Aujourd'hui, en tant que consommateur, on a beaucoup moins de temps pour trouver le contenu idoine. Donc, le fait de disposer d'un chatbot permet au consommateur, de manière plus ou moins accompagnée, de l'orienter et de trouver rapidement la réponse à un questionnement, quel qu'il soit, que ce soit avant, pendant ou après vente. Donc, à la fois, on a amélioré la satisfaction consommateur et dans la disponibilité pour la marque à travers ce chatbot 24/7 et aussi dans la nature des informations qui lui étaient mises à disposition. On a un taux de satisfaction de plus de 90% notamment. Et évidemment, c'est générateur d'économie dans le sens où c'est notre stratégie Self-Care 2.0. On n'a plus besoin de passer par le centre de contact consommateur, par un humain spécifiquement, notamment pour des réponses à des questionnements basiques, le fameux Wizmo, Where is my order, le fait de disposer d'une facture parce qu'on en a besoin, le fait d'avoir un questionnement entre deux produits avant-vente, le fait de trouver un réparateur éventuellement. Enfin, au-delà de générer des économies, le taux de conversion a été multiplié par 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on neutralise le taux de conversion classique, on s'aperçoit que mécaniquement, au-delà de ce taux de conversion, on convertit 3 fois plus une fois que le consommateur est passé par le chatbot et a été en définitive rassuré, informé, que sais-je. Et parfois, ce sont des questionnements assez basiques liés à la durée de garantie, liés au fait que tel ou tel item passe au lave-vaisselle. Des choses assez simples qui, pour la plupart, sont déjà présentes sur le site à travers la page produit ou à travers les FAQ, mais où le consommateur n'a plus vraiment le temps d'aller chercher, d'aller browser et d'aller regarder nos pages tel un parchemin. Donc, ça a été le takeaway en 2024. Ensuite, cette année, qu'est-ce qu'on fait? Fort de l'expérience Moulinex tout au long de l'année 2024, on en a tiré un certain nombre de chiffres et ça nous a permis de faire des projections, à la fois en termes d'économie, de savings, à la fois en termes de satisfaction consommateur et aussi de vente additionnelle. À partir de là, on a fait classiquement, comme tout grand groupe, ce qu'on appelle un RFI, un RFP, donc une recherche d'informations sur les partenaires présents en termes de solutions. On en a identifié un peu plus de 300. Il s'en crée une tous les jours, j'ai envie de dire. On en a sélectionné une 50aine et on en a pitché 6. Et au final, 2 ont été retenus et sont en train de suivre les derniers petits crash tests pour pouvoir en choisir une seule de manière définitive. Ensuite, ce qui est clé, c'est que l'IA en tant que telle, elle peut être smart, mais elle a besoin d'être nourrie. Ce qui est clé et différenciateur, c'est le fait de la nourrir avec les bons contenus, les bonnes informations, les bonnes bases de données pour pouvoir faire en sorte que ça réponde efficacement aux consommateurs et qu'on suive ça dans le temps. C'est-à-dire que lorsqu'on ne sait pas répondre, on doit l'identifier et venir alimenter avec de nouveaux contenus, qui une FAQ, qui une dimension produit, qui un process pour pouvoir nourrir l'IA efficacement et la rendre plus performante à travers le temps. Enfin, il y a le corollaire au knowledge, c'est le parcours consommateur. Ça s'organise. Le fait d'orienter vers un chatbot, un certain nombre de conversations, on appelle ça la déflexion, depuis un canal vers un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chat va devenir chatbot par essence, évidemment, mais on peut faire aussi de la déflexion, faire en sorte que les webforms qu'on a traditionnellement sur nos sites soient cachés, voire supprimés au profit du chatbot directement, si tout intelligent qu'il est. De même, au niveau des calls, plutôt que d'attendre 10 minutes, un quart d'heure dans une queue téléphonique, on peut réorienter, suivant la nature de question, vers le chatbot. Enfin, un élément qui est aussi clé, c'est l'intégration dans l'écosystème technologique. On peut mettre en place le chatbot en standalone, il n'est jamais plus efficace que quand il est maillé à notre outil CRM qui est Salesforce Service Cloud, quand il est maillé à notre database Qlik, quand il est maillé finalement à nos plateformes diverses et variées d'e-commerce, que ce soit SAP, Magento ou bien d'autres à travers le monde. Ensuite et enfin,
je veux vous présenter un deuxième cas, au-delà de ce cas de chatbot et de self-care 2.0. Le second cas qu'on retrouve autour des services consommateurs, et vous l'avez compris à travers le discours de Geoffrey initialement, on vend plus de 10 produits par seconde à travers le monde. Donc, on a une masse énorme d'informations produits, de retours consommateurs autour de ces produits-là. Depuis toujours, on a un engagement assez fort en termes de qualité, hein, comme vous pouvez le voir la semaine dernière, rappelé par 60 millions de consommateurs, et le niveau de fiabilité, notamment de la marque Roventa. Même si nos équipes qualité travaillent énormément, au milieu de tout ça, il est difficile de prévoir tous les usages qui sont faits de nos produits et la durabilité à horizon plusieurs années de nos produits, selon le niveau d'usage. Donc, on a un besoin de nos équipes qualité, finalement, c'est d'identifier extrêmement rapidement les problématiques produits qui peuvent apparaître au cours dès le lancement. Donc, même si des crash tests et un certain nombre de torture tests sont organisés en amont, on a toujours des éléments quasi imprévisibles qui arrivent quant à l'usage de nos produits ou parfois l'usage détourné de nos produits. Et on a besoin d'avoir un retour d'information extrêmement rapide. Jusqu'à présent, finalement, nos retours se faisaient de la manière suivante, c'est-à-dire que le produit est vendu, ensuite le produit est utilisé. Si jamais il y a une problématique produit qui intervient, le consommateur revient vers le distributeur ou vers le centre de réparation. Finalement, ces produits sont sauvegardés, renvoyés à l'usine, et tout ça, ça prend du temps avec une perte d'information associée. Donc, pour contourner et gagner énormément de temps, en fait, il se trouve qu'on a des centaines de milliers de retours consommateurs directement auprès de nos centres de contact, avec une somme d'informations phénoménale sur le produit, sa référence, la typologie de problème, et on conserve les données consommateurs. Et en fait, finalement, avec l'IA, ce qu'on s'applique à faire depuis peu, finalement, c'est de broser l'ensemble des cas consommateurs liés à une référence produit, indépendamment de la langue, qu'on extrait de notre outil CRM, et on a tout un niveau de détail sur la typologie de problème remonté, que ce soit en turc, en colombien ou en allemand. Et tout de manière hebdomadaire, finalement, on concatène l'ensemble de ces verbatims et on les catégorise selon différents items qu'on vient alimenter en termes de volumétrie. Ainsi, nos responsables qualité, de manière hebdomadaire, sur une ligne de produits particulière, voient l'évolution des problématiques qui arrivent et décèlent rapidement si il y a un problème particulier quant à un usage, quant à une utilisation, quant à une pièce. Ils peuvent aussi rappeler le consommateur pour venir préciser un contexte de problématique, ce qui nous permet finalement, à travers l'IA, d'autogénérer ces dashboards de suivi, qui a un facteur 1 de gain de temps énorme pour la qualité et 2 de rentabilité et de fiabilité de nos produits, puisqu'on intervient directement sur le produit et sur nos chaînes de production. Voilà comment on utilise l'IA depuis peu. Et quant à cette IA, c'est l'IA de SEB directement qu'on utilise avec nos équipes data. Voilà, je vous ai présenté ces deux cas au sein de la direction de satisfaction consommateur autour de l'IA. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un certain nombre de questions et d'y répondre, que ce soit Antoine, Geoffrey ou moi-même. Geoffrey, je te passe la main peut-être pour identifier les premières questions. Oui, merci. Merci à tous. Alors, peut-être on va faire en entonnoir, on va commencer sur les choses qui sont assez larges. Donc, il y a une question plus liée à la pratique de l'IA. Effectivement, il y a une jurisprudence sur l'IA. Donc, vous devez informer en tant qu'entreprise votre CSE ou votre représentant du personnel, les informer, les consulter. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques à mettre en place, écrire une charte au sujet de l'IA, s'assurer de la confidentialité des collaborateurs. Il y a beaucoup ça peut susciter des angoisses, donc il faut vraiment le prendre en compte. L'être humain est très important. Nous, dans tout ce qu'on raconte, déjà, ce qu'il faut savoir sur cette IA, c'est qu'il n'y a rien qui est sauvegardé dessus, donc l'employé est vraiment seul vis-à-vis de son IA. Et la deuxième chose, c'est que pour nous, au sein du groupe SEB, l'IA est représentée comme un outil
et pas une finalité en soi. Donc, elle est là pour aider le collaborateur plutôt que pour lui prendre son travail. Donc ça, c'était peut-être pour la première question. Charte, sensibiliser les individus, respect de la confidentialité du RGPD. Et puis, bien sûr, tout ça doit être vu avec vos organes là-dessus. Le dernier point, c'est l'obligation de former également au niveau de l'AI Act, dont vous devez créer des modules pour les mettre à disposition des employés. Il y avait une deuxième question sur comment on mesure les gains de performance de l'IA et quelles variables sont prises en compte. Sur des cas de productivité, on fait des questionnaires finalement et on demande aux personnes combien elles ont gagné de temps. Quand on fait des séquences d'idéation, on leur demande aussi d'identifier des tâches qui sont pénibles pour elles. Donc l'idée, c'est de dire comment l'IA peut vous faire gagner du temps, mais aussi peut-être de vous concentrer sur des tâches qui soient plus valeur ajoutée pour vous. Donc on le prend vraiment comme ça. Et puis sinon, sur les gains de performance, si c'est vraiment lié à l'individu, c'est comme ça. On ne va pas plus loin, on ne va pas faire de ROI sur la productivité. Le ROI, on l'emploie plutôt pour des cas comme dont Antoine vous a parlé. Et peut-être qu'on peut en prendre une là-dedans. J'en ai quelques-unes. Vas-y. Sur la partie SEO, donc il y a quelques questions qui ont été posées. La première, très rapidement, quels sont les types de contenus qu'on optimise? En effet, on n'optimise pas tous les contenus et on ne crée pas tous les types de contenus. On se focalise sur des contenus plus milieu, haut de funnel, donc des buying guides, des blog posts, des contenus éditoriaux, pages catégories, pages listing produits, parce que c'est là-dessus qu'on a le plus de valeur ajoutée à créer du contenu avec l'IA. Sur les pages produits, on l'utilise peu ou pas aujourd'hui. Et pour rebondir là-dessus, est-ce que sur SEMJ, on fait de l'optimisation ou de la rédaction de A à Z? On fait les deux. Mais attention, j'ai vu une question aussi passer là-dessus. On ne génère pas un contenu IA qu'on ne retravaille pas derrière humainement. Il y a une relecture qui est faite, il y a des améliorations, il y a pour ajouter un maximum de valeur ajoutée. Ce qui m'amène à une question de Solène. Les règles de Google étant de plus en plus performante pour détecter l'IA, comment on n'est pas pénalisé. Google est clair là-dessus. Si un contenu est utile aux consommateurs, apporte de la valeur ajoutée, crée de l'engagement, qu'il soit créé par l'IA ou par un humain, c'est exactement la même chose. Et puis enfin, est-ce qu'on a déjà expérimenté des façons de mieux se positionner dans les LLM et les chatbots versus Google? Aujourd'hui, en fait, le SEO, si on le travaille correctement, c'est exactement les mêmes stratégies, que ce soit pour Google ou pour un LLM. Il faut créer du contenu de qualité, il faut apporter de la valeur ajoutée aux consommateurs, et c'est ça qui fait qu'on sera reconnu comme légitime à se positionner sur une thématique. Ok, je vais prendre deux questions peut-être. Une toute dernière alors. Utilisez-vous ce process IA? Je pense qu'on fait référence, là Caroline fait référence à la dimension qualité. Ça fait 3 mois en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que la pratique de remonter des informations consommateurs via nos centres de contact était déjà pratiquée et faite par les responsables qualité, mais manuellement et sur un échantillon, et ça prenait des mois. Maintenant, on le fait jouer par l'IA et c'est quasi instantané. Donc, on peut vérifier la validité de ce qui a été fait en faisant jouer des séquences de manière rétrospective depuis le 1er juillet 2024. Donc, on fait ça depuis 3 mois et ça commence à porter ses fruits. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. C'était du coup la dernière question. Encore merci à vous trois d'avoir été là, d'avoir assuré cette conférence. J'espère que dans le chat, vous avez d'ailleurs aimé cette conférence comme nous chez SEMJ. Ça vous aura donné des bonnes idées de choses à tester, de choses à mettre en place pour votre strat SEO et content. On va donc prendre là une pause de 10 minutes avant de commencer donc la prochaine conférence qui sera présentée, je vous le rappelle, par Julien Hainaut-Jamet de chez Europcar Mobility Group, avec Bertrand Détailleur de chez Equancy et Joanne Declercq de chez Salesforce. Ensemble, ils vous parleront de CRM augmenté dans leur conférence CRM passé, une approche data-centrique grâce à l'IA. En attendant, manquez pas l'occasion de découvrir notre offre spéciale à iScope chez SMJ. Donc, pour rappel, vous pouvez bénéficier de l'offre et de faire une demande de démo. Vous allez avoir là une petite vidéo qui va tourner après. Vous aurez accès QR code directement à cette offre. Et si vous avez le moindre problème pour rejoindre la prochaine conférence, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter via le support sur le site iScope. Et puis sur ce, encore merci messieurs et on vous dit à tout à l'heure. Merci. Merci. À bientôt.